Bonsoir et bienvenue sur Crime pour les somnambules. Ce soir, partons pour Sacramento, Californie, fin des années 1980. La rue est calme. Trop calme. Les lumières des porches s'allument une à une, et rien ne distingue cette maison des autres. Quelque part, derrière une porte blanche, une femme prépare du café. Elle sourit. Elle rassure. Son nom, Dorothea Puente. Son royaume, la confiance. On la connaît comme une logeuse serviable. Une femme âgée, douce, presque maternelle. Elle accueille les oubliés. Les pauvres. Les solitaires. Mais l'histoire de ce soir ne parle pas d'une grand-mère inoffensive. Elle raconte une femme qui savait choisir ses victimes. Qui profitait du silence administratif et de l'indifférence générale. Une femme qui offrait un toit, un repas chaud, et qui faisait disparaître ceux que personne ne venait chercher. Une femme qui a transformé une maison ordinaire en lieu d'enterrement. Ferme les yeux. Laisse la rue s'endormir. Et plonge avec nous dans un voyage au cœur des ténèbres. Sacramento, Californie. Dans un quartier résidentiel sans histoire, une petite maison blanche se dresse derrière une clôture basse. Le bois du porche est usé par le temps, mais entretenu. Quelques fleurs bordent l'entrée. Rien de luxueux. Rien de négligé. Juste ce qu'il faut pour donner une impression de normalité. La maison appartient à Dorothea Puente. Dans cette rue, les maisons se ressemblent toutes. Des façades modestes, des jardins discrets, des allées où passent lentement les voisins, les livreurs, les services municipaux. Personne ne s'arrête vraiment devant cette maison-là. Elle n'appelle ni la curiosité ni la méfiance. C'est précisément ce qui la rend invisible. À l'intérieur, l'espace est étroit. Les pièces sont meublées simplement. Des fauteuils fatigués, des tables encombrées, des tapis usés. L'air est chargé d'odeurs mêlées, le café, la soupe, le linge humide. Une maison habitée, vivante, mais sans chaleur véritable. Dorothea Puente y reçoit des pensionnaires. Des hommes et des femmes qui n'ont plus beaucoup d'options. Des personnes âgées aux revenus modestes. Des personnes handicapées. Des individus isolés, parfois sans famille, parfois sans domicile stable. Elle leur propose une chambre. Un lit. Un repas chaud. Un endroit où se poser. Dorothea se présente comme une femme attentive. Elle parle doucement. Elle sourit facilement. Elle appelle les pensionnaires par des surnoms affectueux. Elle se montre patiente avec leur lenteur, leur manie, leur silence. Elle semble comprendre la fatigue du monde. Les nouveaux arrivants franchissent la porte avec leurs sacs. Peu d'affaires. Quelques vêtements. Des papiers administratifs pliés dans une enveloppe. Parfois des médicaments. Parfois rien d'autre que leur propre lassitude. La maison devient leur dernier refuge. Dorothea explique les règles. Rien de contraignant. Les repas à heure fixe. Un peu de calme. Le respect des autres pensionnaires. Elle se montre rassurante. Elle insiste sur le fait qu'ici, personne ne sera jugé. Elle parle de dignité. Très vite, elle propose son aide pour les démarches administratives. Elle dit que c'est plus simple si elle s'en occupe. Les formulaires, les chèques d'aide sociale, le courrier officiel. Les pensionnaires acceptent. Ils sont habitués à dépendre. Ils font confiance. Dorothea range les papiers. Centralise les informations. Contrôle les entrées et les sorties. La maison fonctionne comme un petit monde fermé. Les pensionnaires sortent peu. Certains n'en ont plus la force. D'autres n'en ont plus l'envie. Les journées se ressemblent. Les repas. Les siestes. Les silences prolongés. Dorothea est partout. Elle circule dans la maison. Elle observe. Elle note. Elle veille. Le jardin, à l'arrière, est soigné. Des parterres de fleurs, quelques rosiers. La terre est sombre, meuble. Dorothea dit aimer jardiner. Elle s'y rend souvent, parfois tard le soir. Elle explique que cela l'aide à se détendre. Personne ne pose de questions. Dans la Maison Blanche, les pensionnaires deviennent discrets. Certains parlent peu. D'autres disparaissent des pièces communes. Les chambres se vident. Les lits sont refaits. Dorothea explique que tel pensionnaire est parti. Qu'il a trouvé mieux ailleurs. Qu'il a quitté la ville. Les explications sont simples. Et personne ne les contredit. Les voisins voient passer des visages nouveaux. Puis ne les revoient plus. Ils ne s'en inquiètent pas. La maison est une pension. Les gens vont et viennent. C'est normal. Dorothea,
elle, ne change pas. Elle reste constante. Toujours polie. Toujours serviable. Toujours présente. La Maison Blanche continue de fonctionner. En silence. Sans attirer l'attention. Personne ne sait encore que cette maison deviendra un lieu que l'on fouillera à l'appel. Personne ne sait encore que le jardin cache autre chose que des racines. Personne ne sait encore que cette normalité est un camouflage. Pour l'instant, la maison est calme. Et Dorothea Puente sourit. Dorothea Puente sait exactement quelle image elle renvoie. Une femme âgée, de petite taille, toujours coiffée avec soin. Des vêtements propres, choisis avec attention. Un gilet sur les épaules, parfois un tablier noué à la taille. Elle se déplace lentement, mais avec assurance. Elle occupe l'espace sans jamais l'imposer. Quand un nouveau pensionnaire arrive, elle l'accueille elle-même. Elle ouvre la porte avec un sourire. Elle parle doucement. Elle utilise des mots rassurants. Elle appelle souvent les gens mon chéri ou mon ami. Elle prend le sac, indique la chambre, propose une boisson chaude. Elle explique que la maison est calme, que chacun y est respecté. Elle donne l'impression de prendre soin. Dorothea sait écouter. Ou du moins, elle sait faire semblant. Elle hoche la tête quand on lui raconte une vie difficile. Elle soupire au bon moment. Elle partage parfois des fragments de sa propre histoire, évoquant ses problèmes de santé, ses épreuves passées, ses difficultés financières. Elle se présente comme quelqu'un qui comprend la souffrance. Cette proximité crée un lien rapide. Les pensionnaires ne se méfient pas. Beaucoup ont déjà connu pire. Des foyers impersonnels, des logements temporaires, la rue, parfois. Ici, il y a un toit stable. Une routine. Une femme qui semble attentive à leur bien-être. Dorothea prépare les repas. Rien de sophistiqué. Des plats simples, nourrissants. Elle veille à ce que chacun mange. Elle surveille les médicaments. Elle rappelle les horaires. Elle se montre stricte quand il le faut, mais toujours avec douceur. Elle incarne l'autorité bienveillante. Dans la maison, elle est la seule constante. Les pensionnaires changent, mais Dorothea reste. Elle connaît leurs habitudes, leurs faiblesses, leurs dépendances. Elle sait qui a besoin d'aide pour marcher, qui prend des traitements lourds, qui n'a plus toute sa lucidité. Elle observe. Elle retient. Rapidement, Dorothea propose de gérer les aspects administratifs. Elle explique que les démarches sont compliquées, que les bureaux font des erreurs, que les pensions arrivent parfois en retard. Elle dit qu'elle peut s'en occuper pour eux. Elle parle d'efficacité, de tranquillité d'esprit. Les pensionnaires acceptent. Ils lui confient leurs papiers, leurs identités, leurs revenus. Dorothea encaisse les chèques d'aide sociale. Elle tient les comptes. Elle promet de redistribuer ce qui est nécessaire pour le logement et la nourriture. Elle conserve le reste pour les frais. Tout semble logique. Rien ne paraît excessif. Elle agit comme une gestionnaire consciencieuse. Aux yeux des voisins, Dorothea est irréprochable. Elle dit bonjour. Elle discute quelques minutes. Elle évoque ses pensionnaires avec fierté, comme s'ils étaient une petite famille. Elle se plaint parfois de la charge de travail, mais toujours avec le sourire. Personne ne la voit comme une menace. À l'intérieur, pourtant, quelque chose s'installe lentement. Une forme de dépendance totale. Les pensionnaires ne contrôlent plus rien. Ni leur argent, ni leurs médicaments, ni leurs sorties. Dorothea détient toutes les clés, au sens propre comme au figuré. Elle décide des horaires. Elle décide des soins. Elle décide de ce qui est dit à l'extérieur. Quand un pensionnaire tombe malade, Dorothea intervient. Elle donne les médicaments. Elle ajuste les doses. Elle affirme savoir ce qu'elle fait. Elle a l'air sûre d'elle. Elle répète qu'elle veut éviter les hôpitaux, trop bruyants, trop stressants. Les pensionnaires lui font confiance. Certains deviennent plus faibles, plus confus. Ils dorment davantage. Dorothea explique que c'est l'âge, la fatigue, la maladie. Elle dit que c'est normal. Elle rassure les autres pensionnaires. La maison continue de fonctionner. Quand un pensionnaire cesse de se lever, Dorothea gère la situation. Elle ferme la porte de la chambre. Elle nettoie. Elle réorganise. Elle parle peu de ce qui s'est passé. Elle dit simplement que la personne est partie. Elle maîtrise le récit. Les départs ne sont jamais annoncés officiellement. Il n'y a pas de visite d'adieu. Pas de carton visible. Pas de proches qui viennent récupérer des affaires. Les chambres se libèrent sans bruit. Dorothea accueille alors quelqu'un d'autre.
Toujours avec le même sourire. Toujours avec les mêmes mots. Toujours avec cette apparence de bienveillance. La bonne hôtesse ne crie jamais. Elle ne frappe pas. Elle ne menace pas. Elle rassure. Elle organise. Elle efface. Et pendant longtemps, personne ne remet en question cette femme qui semble consacrer sa vie aux oubliés. Personne ne voit que sous cette douceur se cache un contrôle absolu. Dans la Maison Blanche, Dorothea Puente règne sans faire de bruit. Et personne ne songe encore à regarder derrière son sourire. Les pensionnaires de la Maison Blanche ont un point commun. Ils ne comptent pour presque personne. Ce sont des hommes et des femmes âgés, fragilisés par la maladie, le handicap ou la précarité. Certains ont travaillé toute leur vie sans jamais mettre de côté. D'autres ont glissé lentement hors du système, jusqu'à devenir invisibles. Ils n'ont plus de famille proche, ou bien des liens distendus depuis des années. Personne n'appelle pour prendre des nouvelles. Personne ne vient frapper à la porte. Dorothea Puente le sait. Lorsqu'elle accepte un nouveau pensionnaire, elle évalue plus que ses besoins. Elle observe son isolement. Elle pose des questions anodines, mais précises. Y a-t-il des enfants? Des frères? Des sœurs? Quelqu'un qui pourrait s'inquiéter en cas de problème? Les réponses sont souvent les mêmes. Non. Plus personne. Ou presque. Ces pensionnaires vivent déjà en marge. Ils sont habitués à ne pas être vus. À ne pas être entendus. Leur disparition ne provoquerait ni scandale ni enquête immédiate. Dorothea comprend très vite que ce sont des vies qui peuvent s'effacer sans laisser de traces. Dans la maison, ils se croisent sans vraiment se connaître. Les discussions sont rares. Chacun porte sa fatigue, ses douleurs, ses souvenirs. Certains parlent encore beaucoup. D'autres s'enferment dans le silence. Dorothea encourage peu les liens forts entre pensionnaires. Elle préfère qu'ils restent dépendants d'elle, plutôt que les uns des autres. Elle maintient une distance subtile. Lorsqu'un pensionnaire disparaît, l'information circule peu. Dorothea annonce calmement qu'il est parti. Elle ne s'étend pas. Elle ne donne pas de détails. Elle change de sujet. Les autres pensionnaires, déjà fragiles, acceptent l'explication sans insister. Ils ont appris à ne pas poser trop de questions. La disparition devient une routine. À l'extérieur, personne ne remarque l'absence. Les services sociaux sont débordés. Les dossiers s'empilent. Les pensionnaires sont des numéros parmi d'autres. Tant que les formulaires sont remplis, tant que les paiements continuent, personne ne vérifie réellement la situation. Dorothea profite de cette indifférence. Elle continue à percevoir les aides sociales des pensionnaires disparus. Les chèques arrivent. Elle les encaisse. Elle évoque des lenteurs administratives lorsqu'une incohérence apparaît. Elle se présente comme une femme dépassée par la bureaucratie, mais toujours de bonne foi. Les institutions la croient. Les voisins, eux, ne voient rien d'anormal. Les pensionnaires ne sortent pas beaucoup, mais c'est normal. Ils sont âgés, fatigués, malades. Quand une silhouette disparaît, elle est vite remplacée par une autre. La maison semble toujours occupée, mais jamais animée. Les invisibles passent. Dorothea reste. À l'intérieur, la vie continue dans une forme de huis clos silencieux. Les pensionnaires mangent à heure fixe. Dorment beaucoup. Dorothea contrôle les médicaments, les clés, les horaires. Elle sait exactement qui est éveillé, qui est affaibli, qui pourrait parler. Elle adapte son comportement à chacun. Avec certains, elle se montre particulièrement douce. Avec d'autres, plus autoritaire. Elle sait exploiter la peur de perdre un toit, la peur de finir à la rue, la peur d'être transférée dans un établissement impersonnel. La dépendance est totale. Lorsqu'un pensionnaire tombe gravement malade, Dorothea agit seule. Elle limite les interventions extérieures. Elle affirme vouloir éviter le stress inutile. Elle répète que l'hôpital est dangereux, que les médecins ne comprennent pas toujours les personnes âgées. Personne ne la contredit. Les décès ne sont pas déclarés immédiatement. Les corps ne quittent pas la maison par une ambulance. Ils disparaissent autrement. Sans témoin. Sans annonce. La maison absorbe la perte comme si elle n'avait jamais existé. Les invisibles deviennent des absences silencieuses. Dorothea parle parfois d'eux au passé, sans émotion particulière. Elle les décrit comme des pensionnaires difficiles, instables, ingrats parfois. Elle se présente comme une femme courageuse, confrontée à des vies compliquées. Son discours rassure. Pendant des années, ce système fonctionne. Les pensionnaires arrivent. Les pensionnaires disparaissent.
L'échec continue. Les autorités ne relient pas les points. Chaque cas est traité isolément, s'il est traité. L'invisibilité protège Dorothea Puente. Dans cette Maison Blanche, les pensionnaires ne laissent pas de souvenirs matériels. Peu de photos. Peu d'objets personnels. Quand ils disparaissent, leurs affaires sont triées, rangées ou jetées. Rien ne subsiste pour rappeler qu'ils ont vécu là. Ils s'effacent complètement. La maison ne garde aucune trace visible de leur passage. Les murs ne parlent pas. Les chambres changent d'occupants. Le quotidien reprend. Dorothea ajuste les rideaux, nettoie les sols, prépare les repas. Elle continue. Et tant que les victimes restent invisibles, personne ne regarde vraiment la Maison Blanche. Personne ne se demande ce qui arrive à ceux qui franchissent sa porte. Pas encore. L'argent circule dans la Maison Blanche avec une discrétion absolue. Il ne s'exhibe pas. Il ne s'empile pas sur une table. Il ne provoque ni dispute ni éclat de voix. Il arrive sous forme de chèques, de virements, de courriers officiels. Des aides sociales destinées à des pensionnaires qui n'ont plus les moyens de subvenir seuls à leurs besoins. Dorothea Puente connaît parfaitement ce système. Chaque pensionnaire perçoit une allocation. Une pension d'invalidité, une aide pour personnes âgées, parfois plusieurs prestations combinées. Des montants modestes, mais réguliers. Dorothea explique dès l'arrivée que ces sommes serviront à couvrir le logement, la nourriture, les charges. Elle se présente comme une intermédiaire honnête, chargée de simplifier la vie de ses pensionnaires. Elle demande à gérer les finances. Elle insiste sur la complexité des démarches. Elle promet de s'occuper de tout. Les pensionnaires acceptent. Beaucoup ne savent plus remplir les formulaires. Certains ne comprennent plus les courriers. D'autres n'ont plus l'énergie de se battre avec l'administration. Dorothea devient leur unique point de contact avec le monde extérieur. Elle centralise les informations. Elle reçoit le courrier. Elle encaisse les chèques. L'argent entre dans la maison sans bruit. Dorothea tient des registres. Elle note les montants. Elle classe les documents. Elle semble organisée. Méthodique. À première vue, rien ne paraît illégal. Elle paie les factures, achète la nourriture, entretient la maison. Elle donne l'impression de gérer une petite entreprise familiale. Mais très vite, un détail échappe aux pensionnaires. Les chèques continuent d'arriver, même lorsque certains d'entre eux ne sont plus là. Lorsqu'un pensionnaire disparaît, Dorothea ne signale pas immédiatement son départ. Elle laisse le système suivre son cours. Les administrations sont lentes. Les contrôles rares. Les aides continuent d'être versées tant qu'aucune alerte n'est déclenchée. Dorothea le sait. Et elle en profite. Elle encaisse les chèques au nom de pensionnaires qui ne vivent plus dans la maison. Elle justifie ses versements en cas de questionnement par des explications simples. Elle parle de retard dans les dossiers. De décès non encore enregistrés. De changements d'adresse mal pris en compte. Son ton est toujours calme. Jamais agressif. Jamais pressé. Les employés administratifs ne voient en elle qu'une femme âgée débordée par la gestion de pensionnaires difficiles. Ils n'ont aucune raison immédiate de douter. Les montants sont faibles. Les bénéficiaires sont nombreux. Les erreurs sont fréquentes. Personne ne creuse. L'argent devient un moteur silencieux. Chaque pensionnaire représente une source de revenus réguliers. Dorothea n'a pas besoin d'un grand nombre de pensionnaires à la fois. Elle a besoin de leur continuité. De leur invisibilité. De leur absence de réclamation. Elle adapte son comportement en conséquence. Elle privilégie les pensionnaires sans famille. Ceux dont personne ne vérifiera les comptes. Ceux dont le courrier ne sera jamais réclamé. Elle conserve les documents officiels. Les cartes d'identité. Les carnets administratifs. Elle garde le contrôle absolu. La maison fonctionne alors comme une mécanique froide. Un pensionnaire arrive. L'argent entre. Le pensionnaire disparaît. L'argent continue d'entrer. Dorothea ajuste les dépenses. Elle n'améliore pas le confort de la maison. Elle ne rénove pas. Elle ne change pas le mobilier. Elle limite les coûts. La nourriture est simple. Les soins sont réduits au minimum. La différence reste pour elle. Elle ne mène pourtant pas une vie luxueuse. Elle ne cherche pas à attirer l'attention. Elle ne s'achète pas de biens ostentatoires. Elle reste discrète. Elle comprend que la visibilité est un danger. L'argent doit rester invisible, comme les pensionnaires. Tout est pensé pour durer. Lorsqu'un contrôle administratif menace, Dorothea temporise. Elle retarde les rendez-vous.
Elle fournit des documents incomplets. Elle joue sur la confusion. Elle sait que les services sont débordés et qu'un dossier mal ficelé sera souvent mis de côté. Elle gagne du temps. L'argent devient ainsi un élément central, mais jamais affiché. Il ne motive pas des gestes impulsifs. Il structure une organisation patiente. Une exploitation méthodique des failles du système. Dorothea n'agit pas dans l'urgence. Elle agit dans la continuité. Chaque chèque encaissé renforce son pouvoir. Chaque retard administratif la protège. Dans la Maison Blanche, l'argent ne circule pas entre les pensionnaires. Il circule à sens unique. Vers Dorothea. Vers ses comptes. Vers un contrôle toujours plus serré. Et tant que personne ne relie les disparitions au flux financier, tout continue de fonctionner. La maison reste calme. Les chèques continuent d'arriver. Et Dorothea Puente garde le sourire. Dorothea Puente ne lève jamais la main sur ses pensionnaires. Elle ne crie pas. Elle ne menace pas. Elle n'a pas besoin de violence visible. Dans la Maison Blanche, les armes sont discrètes. Elles prennent la forme de pilules, de sirops, de comprimés rangés dans des flacons sans étiquette claire. Des médicaments prescrits. D'autres obtenus autrement. Dorothea gère tout. Les doses. Les horaires. Les mélanges. Elle se présente comme une femme attentive à la santé de ses pensionnaires. Beaucoup d'entre eux prennent déjà des traitements lourds. Pour le cœur. Pour la douleur. Pour dormir. Certains ont du mal à suivre les prescriptions. Dorothea intervient. Elle explique qu'elle va s'en charger. Elle dit que c'est plus sûr. Plus simple. Les pensionnaires la laissent faire. Elle distribue les médicaments avec calme. Elle apporte les verres d'eau. Elle observe les réactions. Elle ajuste. Elle sait qui est fragile, qui est affaibli, qui supporte mal certains traitements. Elle connaît leur corps mieux qu'eux-mêmes. Le poison ne se présente jamais comme tel. Il se confond avec le soin. Lorsqu'un pensionnaire commence à dormir davantage, Dorothea rassure les autres. Elle parle de fatigue, d'âge, de maladies chroniques. Elle explique que c'est normal. Elle banalise les signes. Elle empêche toute inquiétude de s'installer. Les pensionnaires deviennent somnolents, confus, dépendants. Dorothea profite de cette lente dégradation. Elle réduit les sorties. Elle limite les contacts. Elle isole ceux qui pourraient parler. Elle sait que plus un pensionnaire est affaibli, moins il est capable de se plaindre ou de demander de l'aide. Elle agit sans précipitation. Quand un pensionnaire cesse de se lever, Dorothea intervient seule. Elle ferme la porte. Elle dit aux autres qu'il faut le laisser se reposer. Elle garde le contrôle de l'espace. Elle contrôle l'information. Les décès surviennent sans bruit. Il n'y a pas de lutte. Pas d'appel au secours. Pas de témoins. Dorothea nettoie la chambre. Elle enlève les draps. Elle aère. Elle remet de l'ordre. La maison doit continuer à fonctionner. Les autres pensionnaires ne doivent rien remarquer. Elle veille à ce que le silence soit total. Le poison laisse peu de traces visibles. Dorothea sait que les corps affaiblis ne suscitent pas de questions immédiates. Les décès de personnes âgées ou malades sont rarement remis en cause. Surtout lorsqu'ils surviennent dans un contexte de dépendance médicale. Elle compte sur cette normalité apparente. Les pensionnaires n'ont pas de médecin personnel qui passe régulièrement. Les visites médicales sont rares. Dorothea explique qu'elle gère les rendez-vous. Elle parle de difficultés de transport. De listes d'attente. Elle décourage toute intervention extérieure. Elle se place comme une barrière. Lorsqu'un pensionnaire meurt, Dorothea ne prévient pas immédiatement les autorités. Elle attend. Elle choisit le moment. Elle s'assure que rien ne perturbera son organisation. Le corps ne quitte pas la maison comme dans un décès ordinaire. Il disparaît autrement. Les autres pensionnaires s'habituent à ses absences. Ils apprennent à ne pas poser de questions. Ils vivent dans une atmosphère lourde, mais diffuse. Quelque chose ne va pas, mais ils ne savent pas quoi. Ils ressentent une peur sourde, sans pouvoir la nommer. Dorothea maintient cette tension silencieuse. Elle parle parfois de la mort comme d'un soulagement. Elle évoque la fin des souffrances. Elle se présente comme quelqu'un qui accompagne. Qui aide à partir dignement. Ses mots sont choisis. Son ton est doux. Elle justifie l'injustifiable sans jamais le formuler clairement. Le poison devient un outil de gestion. Un moyen d'effacer sans laisser de désordre. Dorothea ne cherche pas la rapidité. Elle cherche l'efficacité. Elle veut que la maison reste calme.
Que les pensionnaires restants continuent d'obéir. Chaque décès renforce son contrôle. Elle sait que personne ne surveille réellement ce qui se passe derrière les murs. Les pensionnaires sont invisibles. Les autorités sont absentes. Les voisins n'entendent rien. La maison absorbe tout. Dorothea continue de distribuer les médicaments. De sourire. De parler doucement. Et pendant que les corps s'affaiblissent, les chèques continuent d'arriver. Le système fonctionne. Le poison n'est qu'un rouage parmi d'autres. Dans la Maison Blanche, la mort ne fait pas de bruit. Elle s'installe lentement. Elle se confond avec le sommeil. Et Dorothea Puente veille, convaincue que personne ne viendra jamais regarder de trop près ce qui se passe derrière sa porte. Derrière la Maison Blanche, à l'abri des regards de la rue, s'étend un petit jardin. Rien d'exceptionnel. Une surface modeste, quelques parterres de fleurs, des rosiers plantés avec soin. La clôture empêche les voisins de voir clairement ce qui s'y passe. Le jardin appartient pleinement à Dorothea Puente. Elle dit aimer jardiner. Elle explique que c'est une activité apaisante. Un moyen de se vider l'esprit après une journée passée à s'occuper des pensionnaires. Elle parle de la terre comme d'une chose vivante, qu'il faut entretenir régulièrement. Arroser. Retourner. Tailler. Nettoyer. Ses paroles sont banales. Son comportement ne l'est pas. Dorothea passe beaucoup de temps dans le jardin, souvent à des heures inhabituelles. Tard le soir. Parfois la nuit. Elle dit que la fraîcheur lui fait du bien, que le silence l'aide à réfléchir. Les pensionnaires, eux, dorment. Personne ne la voit vraiment travailler dehors. La terre est meuble. Facile à creuser. Lorsqu'un pensionnaire meurt, Dorothea ne fait pas appel immédiatement aux autorités. Elle ne suit pas les procédures habituelles. Elle garde le contrôle. Elle attend le moment opportun. Elle s'assure que personne ne viendra frapper à la porte. Le jardin devient alors une solution. Dorothea y travaille seule. Elle creuse lentement. Elle sait où planter, où retourner la terre sans attirer l'attention. Les parterres sont régulièrement entretenus. Rien ne semble déplacé. Les fleurs continuent de pousser. Les rosiers fleurissent au printemps. Le jardin ne révèle rien. Les voisins ne se posent pas de questions. Ils voient Dorothea jardiner comme tant d'autres personnes âgées du quartier. Une femme qui s'occupe de ses fleurs. Rien de suspect. Rien d'inhabituel. Le bruit d'une pelle, s'il est entendu, se fond dans les sons ordinaires du voisinage. Personne ne regarde au-delà de la clôture. Dorothea sait que le jardin est un espace protégé. Il n'est pas visible depuis la rue. Il n'est pas soumis à des inspections régulières. Il fait partie de la sphère privée. Elle l'utilise comme tel. Elle le transforme en lieu de dissimulation. Les corps sont enterrés là, sous les fleurs. Dorothea agit méthodiquement. Elle enveloppe, dissimule, recouvre. Elle veille à ce que la surface soit lisse. Elle replante. Elle arrose. Elle efface toute trace visible de son passage. Le jardin doit rester ordinaire. Elle comprend que la nature aide à masquer ce que l'on veut cacher. Avec le temps, le jardin devient un élément central de son organisation. Un espace où les absences prennent une forme définitive. Un lieu où les pensionnaires cessent d'exister officiellement. Une solution silencieuse, durable, presque invisible. La Maison Blanche et le jardin forment un ensemble clos. Ce qui entre ne ressort pas toujours. Dorothea continue d'accueillir de nouveaux pensionnaires. Elle continue de gérer les médicaments. Elle continue d'encaisser les chèques. Le jardin, lui, s'agrandit symboliquement. Chaque nouvelle plantation recouvre une absence supplémentaire. La terre absorbe tout. Elle ne semble éprouver ni précipitation ni panique. Dorothea agit comme si le jardin faisait naturellement partie du cycle. La mort, l'enterrement, le retour à l'ordre. Elle ne parle jamais de ce qui se passe derrière la maison. Elle maintient une séparation nette entre l'espace visible et l'espace caché. Les pensionnaires n'ont pas accès librement au jardin. Certains ne sont physiquement plus capables d'y aller. D'autres n'en ont pas l'autorisation. Dorothea contrôle les déplacements. Elle sait qui pourrait voir, qui pourrait poser des questions. Elle évite tout risque. Le jardin devient ainsi un prolongement de son pouvoir. Un lieu où elle décide de ce qui reste et de ce qui disparaît. Un espace où elle peut agir sans témoin, sans contrainte immédiate. Pendant longtemps, rien ne trouble cet équilibre. Les fleurs continuent de pousser. Les voisins continuent de passer devant la maison. Les administrations continuent d'envoyer les chèques.
Personne ne s'intéresse à la terre retournée, parce qu'elle est toujours recouverte de nouvelles plantations. Dorothea Puente cultive son jardin avec soin. Et sous cette terre entretenue, les pensionnaires reposent sans nom, sans tombe, sans trace officielle. Le jardin garde le silence. Pour l'instant. Avec le temps, un étrange phénomène s'installe autour de la Maison Blanche. Il y a toujours des pensionnaires. Mais il n'y a jamais de véritable départ. Les voisins voient arriver de nouveaux visages. Des silhouettes lentes, souvent courbées, portant peu d'affaires. Ils les croisent parfois sur le porche, rarement plus loin. Puis, quelques semaines ou quelques mois plus tard, ces visages ne sont plus là. Sans déménagement visible. Sans ambulance. Sans visite d'adieu. Les pensionnaires disparaissent. Dorothea Puente a toujours une explication. Elle la donne sans hésiter, comme si elle l'avait répété souvent. Le pensionnaire est parti vivre ailleurs. Il a rejoint un proche. Il a quitté la ville. Elle dit cela calmement, sans émotion particulière, comme une simple information logistique. Les explications suffisent. Personne n'insiste. Dans le quartier, chacun a ses propres préoccupations. La maison est connue comme une pension. Les gens vont et viennent. Les départs ne sont pas inhabituels. Les pensionnaires sont âgés, fragiles. Leur disparition ne provoque ni alarme ni curiosité excessive. La normalité protège Dorothea. À l'intérieur de la maison, les pensionnaires restants remarquent ses absences. Ils les ressentent plus qu'ils ne les comprennent. Une chaise vide à table. Une chambre fermée. Un lit qui ne sera plus occupé. Dorothea leur demande de ne pas poser de questions. Elle parle de respect. De discrétion. Ils obéissent. Certains pensionnaires s'inquiètent brièvement. Ils demandent où est passé un tel. Dorothea répond rapidement. Elle change de sujet. Elle rappelle que chacun a sa vie. Elle minimise. Elle apaise. Peu à peu, les questions cessent. La peur s'installe sans être formulée. Les disparitions deviennent un élément du quotidien. Elles ne sont jamais annoncées officiellement. Elles ne sont jamais expliquées en détail. Elles glissent simplement hors du récit collectif de la maison. Comme si les personnes n'avaient jamais existé. Dorothea maîtrise ce silence. Elle évite toute trace administrative visible. Elle garde les papiers. Elle retarde les déclarations. Elle sait que les services sociaux ne relient pas immédiatement les absences physiques au dossier. Elle joue sur les délais. Sur les lacunes du système. Les disparitions passent inaperçues. À l'extérieur, un détail commence pourtant à troubler certains observateurs. Des travailleurs sociaux remarquent que les mêmes noms apparaissent encore dans les dossiers alors que les personnes ne sont plus joignables. Les courriers restent sans réponse. Les visites sont repoussées. Dorothea fournit toujours une raison. Le pensionnaire est malade. Il dort beaucoup. Il est temporairement absent. Elle reste crédible. Les autorités ne disposent pas d'un tableau d'ensemble. Chaque pensionnaire est traité comme un cas isolé. Aucune alerte globale n'est déclenchée. Les disparitions ne sont pas comptabilisées comme telles. Elles se fondent dans le bruit administratif. Dorothea continue d'accueillir de nouveaux pensionnaires. Elle comble les chambres vides. Elle maintient l'illusion d'une maison pleine. Les voisins ne voient jamais la maison se vider. Ils voient seulement les visages changer. Cela leur paraît normal. À l'intérieur, l'atmosphère devient plus lourde. Les pensionnaires parlent moins. Ils évitent de s'attacher. Ils sentent confusément que rester discret est une forme de protection. Dorothea encourage cette attitude. Elle valorise le calme, le silence, l'obéissance. La maison fonctionne comme un espace clos où la parole se raréfie. Les disparitions deviennent une routine invisible. Un mécanisme bien huilé. Dorothea n'agit jamais dans la précipitation. Elle espace les absences. Elle veille à ce qu'elles ne se remarquent pas trop. Elle maintient un rythme qui ne déclenche pas de suspicion immédiate. Elle contrôle le temps. Lorsqu'un voisin pose une question, elle sourit. Elle répond poliment. Elle évoque la difficulté de gérer des pensionnaires instables. Elle se présente comme une femme fatiguée, mais dévouée. Les voisins compatissent. Ils n'imaginent rien de plus. Les disparitions ne laissent pas de traces matérielles visibles. Pas de sacs abandonnés. Pas de meubles déplacés. Dorothea se charge de tout. Elle trie. Elle jette. Elle redistribue parfois quelques vêtements. Elle efface les signes de passage. La maison absorbe les absences. Avec le temps,
Dorothea devient la seule mémoire des pensionnaires disparus. Et elle choisit ce qu'elle retient, et ce qu'elle oublie. Elle raconte leur histoire quand cela l'arrange. Elle les efface quand ils deviennent encombrants. Personne ne conteste sa version. Les disparitions s'accumulent sans être additionnées. Elles restent fragmentées, dispersées, presque abstraites. Il manque une pièce pour que le puzzle prenne forme. Une personne qui regarde l'ensemble. Une question posée au bon moment. Pour l'instant, rien ne vient perturber l'équilibre. La Maison Blanche continue de fonctionner. Les pensionnaires arrivent. Les pensionnaires disparaissent. Et Dorothea Puente reste au centre, immobile, convaincue que tant que personne ne relie les absences entre elles, elle est à l'abri. Pendant longtemps, les disparitions restent diffuses. Éparpillées. Dissoutes dans la lenteur administrative et l'indifférence générale. Puis un détail, minuscule en apparence, commence à fissurer le silence. Un travailleur social cherche à rencontrer un pensionnaire précis. Ce n'est pas une démarche exceptionnelle. Une visite de routine. Une vérification de dossier. Le nom figure encore dans les registres. Les aides continuent d'être versées. Rien n'indique un problème officiel. Pourtant, lorsque le travailleur social appelle à la Maison Blanche, Dorothea Puente hésite. Elle ne répond pas immédiatement. Elle gagne du temps. Lorsqu'elle rappelle, son discours manque de fluidité. Elle parle d'un pensionnaire absent. Puis se reprend. Elle évoque une maladie. Elle dit qu'il dort beaucoup. Ses réponses ne sont pas fausses en soi, mais elles ne sont pas claires non plus. Elle flotte. Le doute s'installe. Le travailleur social demande alors à se déplacer. Dorothea accepte, mais repousse le rendez-vous. Elle invoque des contraintes. Des imprévus. Elle explique que le pensionnaire n'est pas en état de recevoir de la visite. Elle reste polie. Toujours coopérative en apparence. Mais elle évite le face-à-face. Lorsque la visite finit par avoir lieu, quelque chose ne colle pas. Le pensionnaire recherché n'est pas là. Sa chambre est vide. Dorothea explique qu'il est sorti temporairement. Elle ne donne pas d'adresse. Elle ne précise pas quand il reviendra. Elle reste vague. Trop vague. Le travailleur social consulte le dossier. Les dates ne correspondent plus. Les paiements continuent. Les formulaires n'ont pas été mis à jour. Dorothea évoque des lenteurs administratives. Elle dit qu'elle a envoyé les documents. Qu'ils se sont peut-être perdus. Son ton est calme. Mais son récit change légèrement à chaque question. Ce sont ces variations qui éveillent l'attention. Rien de suffisamment grave pour alerter immédiatement la police. Rien de spectaculaire. Juste une incohérence persistante. Un sentiment diffus que quelque chose ne fonctionne pas comme prévu. Le travailleur social note ses observations. Il transmet le dossier. Il demande qu'on vérifie. Pour la première fois, la Maison Blanche est signalée. Dorothea sent le danger. Elle ne le montre pas, mais elle comprend. Elle sait reconnaître les signes. Une question trop précise. Un regard qui insiste. Un silence plus long que d'habitude. Elle ajuste son comportement. Elle devient plus prudente. Elle limite les contacts extérieurs. Elle contrôle davantage les sorties. Elle surveille le courrier avec encore plus d'attention. Elle prépare ses réponses à l'avance. Elle anticipe les questions possibles. Elle n'a pas l'intention de laisser le doute grandir. Pourtant, le mécanisme qu'elle a mis en place commence à se fragiliser. Trop de pensionnaires ont disparu. Trop de dossiers sont restés ouverts. Trop de chèques ont continué à être encaissés sans justification claire. Isolément, chaque élément est anodin. Ensemble, ils dessinent un schéma. Quelqu'un commence à regarder l'ensemble. Les autorités locales ne comprennent pas encore ce qui se passe. Elles ne parlent pas de crime. Elles parlent d'irrégularité. De gestion douteuse. De possibles fraudes aux aides sociales. Le soupçon porte d'abord sur l'argent, pas sur les corps. Dorothea le sait. Et elle se rassure. Elle pense pouvoir expliquer les chiffres. Elle pense pouvoir invoquer l'erreur. Elle pense que le système, lent et fragmenté, finira par se lasser. Elle a déjà survécu à des contrôles. Elle a déjà manipulé des interlocuteurs méfiants. Elle croit encore maîtriser la situation. Mais quelque chose a changé. Le doute existe désormais. Il est consigné. Il est écrit noir sur blanc dans un dossier. Il circule d'un bureau à un autre. Lentement, mais sûrement. La Maison Blanche n'est plus totalement invisible. Les voisins ne remarquent rien. Les pensionnaires non plus.
À l'intérieur, la routine continue. Les repas, les médicaments, les silences. Dorothea maintient l'ordre. Elle sourit toujours. Elle parle doucement. Elle joue son rôle. Mais à l'extérieur, un regard commence à se poser différemment sur cette femme trop organisée, trop présente, trop indispensable. Le premier doute ne fait pas de bruit. Il ne frappe pas à la porte. Il ne crie pas. Il s'installe. Et il ne repart plus. Dorothea Puente continue d'agir comme si de rien n'était. Mais désormais, quelque part dans l'administration, son nom est associé à une question simple, encore sans réponse. Où sont passés les pensionnaires? Elle répond calmement. Elle explique que les pensionnaires vont et viennent. Que certains partent sans prévenir. Que d'autres sont hospitalisés temporairement. Elle insiste sur la difficulté de suivre des personnes instables. Elle se présente comme une femme dépassée par la responsabilité, mais animée de bonnes intentions. Son discours est cohérent. Presque trop. Les policiers posent des questions précises. Des noms. Des dates. Dorothea répond, puis se corrige légèrement. Elle invoque sa mémoire défaillante. Son âge. La fatigue. Elle s'excuse. Elle se montre vulnérable. Elle joue sur l'image qu'elle renvoie. Le salon devient un théâtre feutré. Dorothea occupe l'espace. Elle parle beaucoup, mais sans jamais trop en dire. Elle détourne certaines questions. Elle en élude d'autres. Elle offre du café à nouveau. Elle maintient une atmosphère domestique, presque intime. Les policiers observent. Ils notent les incohérences. Les réponses imprécises. Les absences inexpliquées. Mais rien ne justifie encore une intervention brutale. Ils n'ont pas de preuves tangibles. Pas de plainte officielle. Pas de corps. Pas de signalement clair de disparition criminelle. Ils repartent avec des questions, pas avec des réponses. Dorothea referme la porte derrière eux avec le même calme. Elle nettoie les tasses. Elle range les biscuits. Elle remet le salon en ordre. Mais à l'intérieur, elle sait que quelque chose a changé. La police est entrée dans sa maison. Dans son espace. Dans son récit. Elle comprend que le temps commence à jouer contre elle. Dans les jours qui suivent, elle devient plus prudente encore. Elle limite les sorties. Elle surveille les pensionnaires restants. Elle évite tout comportement inhabituel. Elle prépare ses réponses à l'avance. Elle relit les dossiers. Elle vérifie les papiers. Elle pense au jardin. La police revient une seconde fois. Toujours sans mandat. Toujours calmement. Cette fois, les questions sont plus directes. Ils demandent à voir certaines chambres. Dorothea accepte. Elle ouvre les portes. Les chambres sont propres. Vides. Rien ne choque immédiatement. Elle explique les absences avec assurance. Les policiers ne trouvent rien de concret. Pas encore. Mais leur regard s'attarde davantage. Ils observent les lieux. Ils notent la disposition de la maison. Ils enregistrent mentalement les détails. Le doute s'épaissit. Dorothea sent la pression monter. Elle sait que les contrôles administratifs vont s'intensifier. Elle sait que les dossiers financiers peuvent être examinés. Elle sait que le système qu'elle a exploité si longtemps commence à se retourner contre elle. Elle envisage alors une option qu'elle avait jusqu'ici repoussée. Partir. Elle commence à préparer sa fuite discrètement. Elle rassemble quelques affaires. Elle anticipe. Elle surveille les mouvements autour de la maison. Elle attend le bon moment. Elle sait qu'elle ne pourra pas effacer indéfiniment les incohérences. Le salon, autrefois lieu d'accueil et de mise en scène, devient un espace de tension silencieuse. Dorothea y passe du temps, assise, immobile, réfléchissant. Elle rejoue les conversations. Elle ajuste son récit. Elle se convainc qu'elle peut encore s'en sortir. Mais la police, désormais, ne la quitte plus vraiment. Même absente, elle est là. Dans les questions laissées en suspens. Dans les dossiers ouverts. Dans les regards qui commencent à se poser autrement sur la Maison Blanche. La visite au salon n'a rien révélé de visible. Mais elle a brisé l'illusion de sécurité. Dorothea Puente n'est plus seulement une hôtesse bienveillante. Elle est devenue un nom associé à des irrégularités, à des absences, à un soupçon diffus. Et une fois que la police est entrée dans le salon, elle finit toujours par vouloir voir le reste de la maison. Lorsque la police revient à la Maison Blanche, Dorothea Puente n'est plus là. Cette absence change tout. La maison, jusque-là simple lieu de questions administratives, devient soudain un espace à fouiller. Les enquêteurs n'entrent plus comme des invités.
Ils entrent pour chercher. Ils ne s'installent plus dans le salon. Ils inspectent. Ils ouvrent. Ils regardent autrement. Très vite, leur attention se porte sur l'arrière de la maison. Le jardin. Il est petit, soigneusement entretenu. Des parterres de fleurs, des rosiers bien alignés. Rien ne semble désordonné. Pourtant, quelque chose attire l'œil des enquêteurs. La terre n'est pas homogène. Certaines zones semblent avoir été retournées plus souvent que d'autres. Le sol est meuble, plus sombre par endroits. Les policiers décident de creuser. La première découverte ne laisse aucune place au doute. Sous la surface, à faible profondeur, ils trouvent des restes humains. Un corps enterré sous les fleurs. Puis un second. Puis un troisième. À chaque pelletée, le jardin révèle ce qu'il cachait depuis des années. Les corps sont disposés sans cérémonie. Enroulés. Disposés de manière à occuper le moins de place possible. Ils appartiennent à des hommes et des femmes âgés, fragiles, oubliés. Des pensionnaires officiellement disparus, jamais déclarés morts. Le jardin devient une scène de crime. Les fouilles se poursuivent pendant plusieurs jours. La maison est désormais encerclée. Les voisins observent depuis la rue, incrédules. Ils passent devant cette maison depuis des années. Ils n'ont jamais imaginé ce qui se trouvait sous la terre qu'ils voyaient fleurir chaque printemps. Au total, 7 corps sont exhumés du jardin. Chaque découverte renforce l'ampleur du crime. Les enquêteurs comprennent que les disparitions ne sont pas accidentelles. Qu'il ne s'agit pas de négligence ou de mauvaise gestion. Quelqu'un a organisé ces morts. Quelqu'un a choisi de les cacher. Tous les indices convergent vers Dorothea Puente. À l'intérieur de la maison, les policiers fouillent les chambres, les placards, les documents. Ils trouvent des papiers administratifs appartenant à des pensionnaires disparus. Des courriers non envoyés. Des chèques encaissés après les décès. La maison entière devient une archive de mensonges. Les corps racontent une histoire que Dorothea ne peut plus contrôler. Les médecins légistes confirment que les victimes étaient vulnérables, affaiblies par l'âge et la maladie. Leur mort n'a pas été brutale. Elle s'est inscrite dans une lente dégradation, compatible avec une administration excessive de médicaments. Le poison n'a pas laissé de signature spectaculaire, mais il a fait son œuvre. La révélation choque la communauté. Les voisins parlent aux journalistes. Ils évoquent Dorothea comme une femme gentille, serviable, toujours prête à aider. Ils disent qu'ils ne soupçonnaient rien. La Maison Blanche devient soudain un symbole. Celui d'un mal ordinaire, dissimulé derrière une façade domestique. Les pensionnaires survivants sont relogés. Ils quittent la maison sans comprendre entièrement ce qui s'y est passé. Certains disent avoir eu peur. D'autres disent n'avoir rien vu. Beaucoup restent silencieux. Ils ont appris trop longtemps à ne pas poser de questions. Les corps, eux, ne peuvent plus être ignorés. Chaque victime est identifiée. Chaque nom est ajouté à la liste. Des hommes et des femmes que personne n'avait réclamés. Des vies qui se sont éteintes dans l'indifférence générale. Leur exhumation devient une forme de reconnaissance tardive. La Maison Blanche est désormais vide. Le jardin est ravagé par les fouilles. Les fleurs ont disparu. Ce qui était un refuge est devenu un lieu de mort. Dorothea Puente, absente au moment des découvertes, est désormais au centre de l'enquête. Les preuves s'accumulent. Les corps enterrés, les documents, les flux financiers. Tout converge vers elle. Il n'est plus question de doute administratif. Il est question de meurtre. Le jardin a parlé. Ce qui avait été soigneusement enfoui, dissimulé sous des rosiers et des parterres fleuris, est désormais exposé à la lumière. Les absences prennent enfin une forme concrète. Les disparitions deviennent des corps. Et pour la première fois, la Maison Blanche cesse de mentir. Lorsque Dorothea Puente est arrêtée, la Maison Blanche n'est déjà plus la sienne. Elle est devenue un lieu scellé, surveillé, vidé de sa fonction initiale. Le jardin est éventré. Les corps ont été retirés. La façade ordinaire ne suffit plus à masquer ce qui a été découvert. Dorothea, elle, a fui. Elle a quitté Sacramento discrètement, emportant peu d'affaires. Elle n'a pas cherché à disparaître complètement. Elle a seulement mis de la distance. Assez pour gagner du temps. Assez pour retarder l'inévitable. Elle sait que la police la cherche désormais pour bien plus que des irrégularités administratives. Elle est retrouvée dans un hôtel. Lorsqu'ils l'interpellent, les policiers ne font pas face à une femme paniquée. Dorothea reste calme. Elle ne crie pas. Elle ne résiste pas.
Elle se laisse conduire sans scène. Elle semble presque soulagée que l'attente prenne fin. Elle continue de jouer son rôle. Au poste, Dorothea nie. Elle parle d'un malentendu. Elle évoque un complot. Elle affirme avoir été dépassée par la situation. Elle accuse parfois les pensionnaires eux-mêmes. Elle suggère qu'ils étaient instables, violents, capables de se faire du mal entre eux. Son discours est confus, mais calculé. Elle se présente comme une victime du système. Une femme âgée, malade, exploitée par une administration trop lourde. Elle répète qu'elle voulait aider. Qu'elle n'a jamais eu l'intention de nuire. Qu'elle a été abandonnée par les autorités. Mais les preuves sont trop nombreuses. Les enquêteurs lui présentent les faits. Les corps retrouvés dans le jardin. Les documents administratifs. Les chèques encaissés après les décès. Les incohérences répétées dans ses déclarations. Dorothea écoute. Elle secoue parfois la tête. Elle soupire. Elle ne reconnaît rien directement. Elle se replie. Les interrogatoires s'enchaînent. Dorothea change de version. Elle accuse tour à tour des inconnus. Elle évoque des intrusions. Elle parle de personnes qui auraient utilisé son jardin à son insu. Elle tente de diluer sa responsabilité dans des hypothèses improbables. Mais chaque tentative se heurte aux éléments matériels. La police reconstitue les trajectoires des pensionnaires. Les dates d'arrivée. Les dates de disparition. Les flux financiers. Tout converge vers une organisation méthodique. Rien n'indique un accident. Rien n'indique une simple négligence. Dorothea est placée en détention. Dans les médias, son arrestation provoque une onde de choc. Les images de la petite Maison Blanche tournent en boucle. Les journalistes parlent d'une tueuse domestique. D'une femme qui a utilisé la confiance comme arme. Le quartier devient un lieu de curiosité morbide. Les voisins témoignent. Ils parlent de Dorothea comme d'une femme discrète, serviable, parfois envahissante, mais jamais inquiétante. Beaucoup disent qu'ils n'auraient jamais imaginé ce qui se passait derrière la clôture. L'incompréhension domine. Pour les familles éloignées, parfois retrouvées tardivement, l'arrestation apporte des réponses douloureuses. Certains découvrent seulement maintenant ce qu'il est advenu de proches disparus depuis longtemps. D'autres n'avaient jamais su où chercher. Dorothea, elle, continue de se défendre. Elle écrit. Elle parle. Elle se plaint. Elle affirme être traitée injustement. Elle se présente comme une femme seule face à un système hostile. Elle ne montre aucun signe de remords authentique. Elle refuse d'endosser pleinement la responsabilité de ce qui a été découvert. Elle nie jusqu'au bout. L'arrestation marque pourtant un basculement définitif. Dorothea n'est plus une hôtesse. Elle n'est plus une gestionnaire débordée. Elle est désormais une suspecte centrale dans une affaire de meurtres multiples. Son image publique s'effondre. La femme qui offrait du café aux policiers est maintenant enfermée derrière des barreaux. La Maison Blanche, elle, reste vide. Les fleurs ont été arrachées. La terre a été retournée. Le calme apparent du quartier est brisé par la certitude que le mal peut se cacher dans les endroits les plus ordinaires. Dorothea Puenté attend son procès. Elle sait que le récit ne lui appartient plus. Les corps ont parlé. Les documents ont parlé. Le jardin a livré ses secrets. L'arrestation n'est que le début d'une autre phase, plus publique, plus brutale. La maison s'est tue. Mais l'histoire, elle, ne fait que commencer. Le procès de Dorothea Puenté s'ouvre dans une atmosphère lourde. La salle d'audience est pleine, mais silencieuse. Journalistes, proches des victimes, curieux. Tous observent cette femme âgée que l'on a tant de mal à associer aux corps exhumés de son jardin. Dorothea apparaît fragile. Elle avance lentement. Elle porte des vêtements sobres. Ses cheveux gris sont soigneusement coiffés. Elle s'assoit sans regarder le public. À première vue, elle ressemble à une vieille dame ordinaire, fatiguée par la vie, bien loin de l'image d'une criminelle. C'est précisément ce contraste qui frappe. L'accusation déroule les faits avec méthode. Les pensionnaires disparus. Les aides sociales encaissées après leur disparition. Les incohérences administratives. Puis les fouilles. Les corps retrouvés enterrés sous les fleurs. Chaque élément est présenté sans emphase, mais avec précision. Les chiffres parlent. Les dates s'alignent. Les noms reviennent. La défense tente de brouiller les pistes. Elle insiste sur l'âge de Dorothea. Sur sa santé fragile. Sur sa vie chaotique. Elle évoque un passé difficile. Elle suggère que d'autres personnes auraient pu utiliser le jardin à son insu.
Elle parle d'un système administratif défaillant. Dorothea, elle, reste silencieuse la plupart du temps. Quand elle s'exprime, sa voix est douce. Elle affirme avoir voulu aider. Elle dit qu'elle a accueilli des personnes que personne d'autre ne voulait. Elle parle de compassion, de solitude. Elle évite soigneusement toute reconnaissance directe des faits. Elle ne prononce jamais le mot meurtre. Les témoignages se succèdent. Des enquêteurs décrivent la scène du jardin. Des médecins légistes expliquent l'état des corps, la vulnérabilité des victimes, la compatibilité des décès avec une administration excessive de médicaments. Des travailleurs sociaux racontent les incohérences qui ont éveillé les soupçons. Chaque témoignage resserre l'étau. Le jury écoute. Les photos sont montrées. La terre retournée. Les restes humains. Les documents retrouvés dans la maison. Le contraste entre la façade domestique et la réalité souterraine devient impossible à ignorer. Dorothea baisse parfois la tête. Parfois, elle fixe un point invisible devant elle. Elle ne pleure pas vraiment. Elle ne s'effondre pas. Elle maintient cette posture ambiguë, oscillant entre la faiblesse et le déni. Sa stratégie est claire. Se présenter comme incapable d'avoir organisé quoi que ce soit d'aussi méthodique. Mais les faits sont là. Les procureurs insistent sur le caractère ciblé des victimes. Des personnes âgées, isolées, dépendantes. Des individus dont la disparition ne déclencherait pas d'alerte immédiate. Ils parlent d'exploitation, de contrôle, de préméditation silencieuse. Le procès dure. Chaque jour ajoute une couche de gravité. Dans le public, certains proches des victimes découvrent pour la première fois ce qu'il est advenu de ceux qu'ils avaient perdus de vue. Pour d'autres, c'est la confirmation d'un pressentiment ancien. Les émotions restent contenues. La colère est sourde, mais profonde. À la fin des débats, le jury se retire. L'attente est lourde. Dorothea reste assise, immobile. Elle semble presque détachée. Comme si le verdict ne la concernait plus vraiment. Comme si l'essentiel, pour elle, avait déjà eu lieu. Lorsque le jury revient, la salle se fige. Le verdict tombe. Coupable. Dorothea Puente est reconnue responsable de plusieurs meurtres. La sentence est lourde. Prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. La juge énonce la décision d'une voix ferme, sans emphase. Dorothea écoute. Elle ne réagit pas. Elle n'exprime ni surprise ni regret. Elle se contente de hocher légèrement la tête. Comme si elle avait toujours su que cela finirait ainsi. Comme si le procès n'avait été qu'une formalité de plus. La salle se vide lentement. Les journalistes sortent. Les proches aussi. La justice a tranché, mais elle ne rend pas les vies perdues. Elle ne répare pas l'indifférence qui a permis à tout cela de durer. Dorothea est reconduite hors de la salle. La petite femme disparaît derrière une porte. Cette fois, sans jardin, sans maison blanche, sans façade à entretenir. Il ne lui reste que les murs de la prison et le poids d'un verdict qu'elle ne reconnaîtra jamais vraiment. Le procès est terminé. Mais l'histoire, elle, continue de hanter ceux qui l'ont entendue. Après le verdict, Dorothea Puente disparaît une seconde fois. Non plus dans le silence de la Maison Blanche, mais derrière les murs épais d'un établissement pénitentiaire californien. La prison ne ressemble en rien à ce qu'elle a connu jusque-là. Il n'y a plus de salon, plus de cuisine, plus de jardin. Les espaces sont fermés, réglementés, surveillés. Les journées sont rythmées par des horaires imposés. Dorothea n'a plus de contrôle sur rien. Pour la première fois depuis longtemps, elle dépend des autres. Elle est incarcérée pour le reste de sa vie, sans possibilité de libération conditionnelle. La sentence est définitive. Elle n'y a pas d'échappatoire. Elle ne gère plus d'argent. Elle ne reçoit plus de chèques. Elle ne décide plus du sort de personnes plus fragiles qu'elle. Elle devient une détenue parmi d'autres. Dorothea s'adapte rapidement. Elle comprend les règles. Elle apprend à se faire discrète. Elle évite les conflits. Elle conserve cette apparence fragile, presque inoffensive, qui lui a longtemps servi de protection. Elle parle peu de son affaire. Elle ne reconnaît toujours pas les meurtres. Dans ses lettres, elle se plaint. Elle écrit aux autorités, aux journalistes, à quiconque accepte de la lire. Elle se présente comme une femme mal comprise, victime d'un système injuste. Elle évoque sa santé déclinante. Elle affirme que le procès a été biaisé. Elle continue de se raconter une autre version de l'histoire. Elle ne parle jamais des corps. À l'intérieur de la prison, Dorothea n'est pas une figure dominante.
Elle n'exerce aucun pouvoir. Elle n'inspire ni crainte ni respect particulier. Elle est âgée, malade, affaiblie. Les autres détenus la voient comme une vieille femme parmi d'autres, parfois agaçante, parfois insignifiante. Elle perd ce qui faisait sa force. Le temps s'étire. Les jours se ressemblent. Dorothea vieillit. Son corps se détériore. Les maladies s'accumulent. Elle passe de plus en plus de temps à l'infirmerie. Elle dépend désormais des soins qu'elle contrôlait autrefois pour les autres. La boucle se referme. Elle continue pourtant à se justifier, à expliquer, à écrire. Elle cherche à maintenir une forme de récit où elle n'est pas coupable, seulement malchanceuse. Elle refuse d'admettre la réalité des faits, même face à l'évidence. La prison devient son dernier décor. Les années passent. L'affaire Dorothea Puente sort peu à peu de l'actualité. Les médias se tournent vers d'autres histoires. Les journalistes cessent d'écrire. La Maison Blanche disparaît des gros titres. Seuls les dossiers judiciaires conservent la trace précise de ce qui s'est passé. Dorothea reste enfermée. Elle meurt en prison en 2011. Sans public. Sans déclaration finale. Sans reconnaissance pleine et entière de ses crimes. Sa mort ne provoque pas de grande réaction. Pas de scandale. Pas de débat. Elle s'éteint comme beaucoup de ses victimes ont disparu. Dans une relative indifférence. La prison se referme sur son histoire. Les corps, eux, ne reviennent pas. Les pensionnaires enterrés dans le jardin restent des noms sur des dossiers. Leur reconnaissance est tardive. Incomplète. Mais elle existe désormais. Ils ne sont plus totalement invisibles. Dorothea Puente n'aura jamais expliqué ses gestes. Elle n'aura jamais exprimé de remords clairs. Elle emporte avec elle ses justifications, ses dénis, son récit déformé. La prison a mis fin à son contrôle. Elle n'a pas mis fin au mystère de son esprit. Lorsque Dorothea meurt, elle n'est plus qu'une détenue parmi tant d'autres. Une femme condamnée, oubliée, enfermée jusqu'au bout. La Maison Blanche ne lui appartient plus depuis longtemps. Il ne reste plus qu'un dernier lieu à évoquer. Celui qui a tout vu sans jamais parler. Après le procès, après la prison, après la mort de Dorothea Puente, il reste un lieu. La Maison Blanche. Elle est toujours là, au milieu de la rue tranquille de Sacramento. La façade n'a rien d'extraordinaire. Elle ne porte aucune plaque. Aucun panneau. Rien n'indique ce qui s'y est passé. Les années ont effacé l'agitation médiatique, les rubans de police, les caméras braquées sur le porche. La maison a été repeinte. Le jardin a été refait. La terre a été retournée une dernière fois, officiellement cette fois. Les parterres ont été nivelés. Les rosiers arrachés. Le sol a été assaini, du moins en apparence. Tout a été fait pour que le lieu redevienne habitable, neutre, ordinaire. Comme si l'on pouvait vraiment repartir de zéro. De nouveaux occupants sont arrivés. Des gens qui n'ont rien à voir avec l'histoire. Ils ont acheté ou loué une maison, pas un passé. Ils ont installé leurs meubles, accroché des rideaux, planté de nouvelles fleurs. La vie a repris ses droits, du moins en surface. Mais la maison n'est plus tout à fait une maison comme les autres. Dans le quartier, certains voisins se souviennent. Ils racontent à voix basse ce qu'ils ont vu. Les fouilles. Les corps sortis de terre. Les allées et venues de la police. Ils parlent d'une époque où ils passaient devant cette maison sans jamais imaginer ce qui se cachait derrière la clôture. Ils disent souvent la même chose. On n'aurait jamais cru. La Maison Blanche devient un point fixe dans les mémoires locales. Pas un lieu de pèlerinage. Pas un site touristique. Juste une adresse que l'on connaît, que l'on évite parfois de mentionner, ou que l'on évoque avec un malaise discret. Le jardin, surtout, reste chargé. Même après les travaux, certains disent que rien ne pousse vraiment comme avant. Que la terre est capricieuse. Que les plantes fanent plus vite. Ce sont peut-être des impressions. Des récits reconstruits après coup. Mais ils persistent. Parce que la terre a une mémoire. La maison vide, pendant un temps, a été un symbole. Celui d'un mal silencieux, dissimulé derrière des gestes ordinaires. Elle a rappelé à quel point l'horreur n'a pas toujours besoin de cris ni de violence visible pour exister. Elle a montré que le danger peut porter un sourire. Qu'il peut servir du café. Qu'il peut se présenter comme une aide. Les victimes de Dorothea Puente, longtemps invisibles, ont retrouvé une place dans les archives judiciaires. Leurs noms sont désormais connus. Leur existence reconnue. Ils ne sont plus seulement des pensionnaires disparus, mais des personnes victimes d'un système qui les a abandonnés.
La Maison Blanche incarne aussi cet échec collectif. Les administrations trop lentes. Les contrôles absents. L'indifférence générale envers ceux qui n'ont plus de voix. Dorothea n'a pas agi dans un vide. Elle a exploité des failles, des silences, des regards détournés. La maison est le témoin de tout cela. Aujourd'hui, elle ne parle plus. Elle se contente d'exister. Les passants la regardent parfois sans savoir. D'autres détournent les yeux en connaissant trop bien l'histoire. Elle est redevenue une maison, mais elle ne sera jamais totalement innocente. Parce que certains lieux absorbent ce qui s'y passe. La Maison Blanche a vu entrer des hommes et des femmes fatigués. Elle les a vus s'installer. Puis disparaître. Elle a vu Dorothea puanter sourire, rassurer, contrôler. Elle a vu la terre se refermer sur ceux qui ne sont jamais repartis. Elle a tout gardé, sans jamais témoigner. Quand la nuit tombe sur la rue, la maison ressemble à toutes les autres. Une lumière derrière une fenêtre. Un jardin silencieux. Un porche immobile. Rien ne trahit ce qu'elle a été. Et pourtant, l'histoire est là. Elle rappelle que le mal peut être discret. Qu'il peut s'installer lentement. Qu'il peut durer des années sans être inquiété. Elle rappelle surtout que les invisibles le restent souvent jusqu'à ce que quelqu'un décide enfin de regarder. Ferme les yeux. La porte est fermée. Le jardin est calme. La rue est silencieuse. La Maison Blanche ne cache plus rien. Mais elle n'oubliera jamais.